Je pense qu'il y a des mecs que tu croises, certainement que tu les vois comme très virils, imposants, etc. Ils se font prendre le par leur meuf. Ces sociétés, il y a vraiment des problèmes qui font que tu n'as pas le temps de t'ennuyer suffisamment pour demander si, quand tu te fais ramoner le conduit, tu es accepté suffisamment ou pas, ou si tu es suffisamment représenté dans les séries. Par exemple, il y en a un qui me disait, moi ma petite sœur elle est en CM2, elle est revenue à la maison en pleurant parce qu'elle savait plus si c'était un garçon ou une fille. Quand tu émigres, tu ne mesures jamais à quel point les conséquences, elles vont être élargies et durables sur ta vie et ta descendance. C'est un jeune, il doit avoir la trentaine, plutôt beau gosse, et il disait, devant la caméra, Proximo d'Organisateur, ça vous parle? Aujourd'hui, c'est moi. Il avait une arène, moi, j'ai une terrasse. À Marbella, en plus, c'est plutôt pas mal. Il avait des gladiateurs, moi, j'ai Greg Toussaint et Papacito. Ah, back to basic, The Rob est de retour, les amis. Ça fait longtemps également, les amis, que je n'avais pas fait mon intro légendaire qui plaît à certains et qui déplaît à tant. Les amis, si comme moi, quand vous rêvez le matin, vous avez la chance d'être de bonne humeur, car vous avez le bien le plus précieux qui existe. Je ne parle pas de l'amour, je ne parle pas de l'argent, je parle bien évidemment de la santé et que de surcroît, les personnes que vous aimez, et n'oublions pas, celles que vous n'aimez pas, sont également en bonne santé, on peut le dire officiellement. Aujourd'hui est un nouveau jour, today is a new day. Les amis, on vous a préparé une offre de fou malade pour Noël. Je sais qu'il y en a qui, comme moi, n'ont pas encore fait leur cadeau. Du coup, on a pensé à vous avec les gars de Kalos. Exceptionnellement, on a mis en place un code promo de 20% sur tous leurs produits. Et c'est la première fois qu'ils font ça. Chez Kalos, il y en a pour tous les goûts, des colliers, des chevalières, des bracelets en argent et en or, toujours avec des symboles et des valeurs stylées. Ils font aussi des vêtements ou encore un couteau de combat tactique, le même modèle que celui des soldats de l'armée française. Donc, rendez-vous sur leur site kalos-france.com et pour avoir moins 20%, utilisez le code ROB20. Attention, c'est limité aux 50 premiers. D'avance, merci les amis, car en les soutenant, vous nous soutenez aussi. Bon visionnage. Aujourd'hui, je vous ai réunis pour qu'on parle d'un sujet qui nous est cher à tous les trois, la virilité des hommes. J'ai vu sur ton Instagram que tu partageais beaucoup un catcheur qui a fait notre enfance, Hulk Hogan. Hulk Hogan qui représentait la virilité masculine pour les Américains et pour beaucoup de jeunes hommes dans le monde entier, dont on fait partie. Et quand on voit l'évolution de la virilité, aujourd'hui, les jeunes hommes se prennent en photo de manière imberbe dans des salles de sport en faisant la moue, avec des postures féminines. Donc, comment vous analysez tout ça? Tu le demandes à moi ou tu te demandes à Greg? Je te le demande à toi et Greg va rebondir. C'est des Mario, je démarre. vas-y, Commence. Bon, si tu veux, le problème, c'est que la masculinité avant, elle ne négociait pas. Les symboles de la virilité masculine n'étaient pas des objets avec lesquels on transite. C'était le modèle masculin qu'on t'exposait au cinéma. C'était les 12 salopards. Je remonte au début, hein, avant les action movies avec Stallone et Schwarzenegger. On ne transige pas avec les valeurs, avec l'amour-propre, avec l'adhésion à la nation, avec ses principes. Donc on va jusqu'au bout, on meurt pour ces principes. C'est le mythe du western, c'est John Wayne qui marche en boitant. Il préfère se faire déglinguer par les Indiens tirés dessus que qu'on puisse dire de lui que ça le lâche. Donc si tu veux, la virilité, jusqu'à un certain moment, elle passait au-dessus de tout parce qu'en fait, on considérait que l'idéal et la réputation de l'homme étaient au-dessus de tout, même y compris de sa propre vie. Aujourd'hui, on est rentré dans une vision de la virilité où elle doit se soumettre aux attentes de la société, des femmes, de la critique des autres hommes. Il n'y a plus cette indépendance d'esprit très sauvage qui avait une part d'égoïsme, qui avait une part un petit peu un côté sauvage indompté de « je m'en bats les couilles, je fais les choses comme je l'entends parce que la poursuite de mon idéal écrase tout le reste. Écrase le jugement de mes pairs, ce que va penser Libération, ce que va penser tel bon zeste fait. » Et ça renforçait en réalité cette indépendance accrue, renforçait encore plus le mythe et renforçait encore plus l'adhésion. C'est-à-dire que paradoxalement, les mecs qui étaient le moins prêts à négocier étaient encore plus adulés parce que ça créait un tel niveau d'imperméabilité au changement que les gens disaient « Waouh, ce mec-là n'est pas humain en fait. » Et les femmes étaient encore plus transcendées par ces types-là. Par les, comment il s'appelle, je suis dans la ville, là, Charles Bronson, tu vois, Clint Eastwood, c'était des mecs, vraiment, leurs films, ils en sont presque ronces, de tellement que les mecs ne négocient pas, tu vois. Et ça créait des types qui étaient monolithiques, qui étaient à la fois des modèles pour les hommes et à la fois des objets de fantasme pour les femmes, parce qu'ils disaient qu'un homme comme ça, il n'y aura jamais un changement de cap, une oscillation, un truc très féminin, finalement, qui est le changement d'humeur.
il y aura toujours un côté très monolithique sur lequel on peut bâtir quelque chose. C'est une virilité sur laquelle on bâtit. Aujourd'hui, la virilité, c'est une virilité qui s'adapte, donc une virilité changeante, donc en fait d'essence féminine. Ouais. Ouais, et en plus, la virilité est extrêmement mal vue aujourd'hui, c'est sale. Ça implique énormément de choses négatives, on le voit. Moi, je sépare quand même la virilité telle que je l'aperçois de la virilité telle qu'elle est perçue, notamment à travers les films dont tu parlais, mais c'est que le physique, c'est une chose, et je comprends que certains physiques paraissent plus virils, mais la réalité, c'est que se passe-t-il à l'intérieur? Et la réelle virilité, c'est celle d'aller au bout de ses projets, au bout de ses idées, potentiellement mourir pour ses idées. Et là, tu vois bien que le physique n'a plus tellement sa place ici. Je dis ça parce que j'ai évidemment reçu quelques petites attaques, quelques petits pics de ma communauté que j'entends évidemment, mais qui me disaient oui, t'as les cheveux longs, t'es plus viril. Et en fait, ce que j'essayais d'expliquer, parce que évidemment, c'est de la vanne, on rigole, il y a du second degré derrière. Mais l'idée, c'était de dire, attention les gars, il y a la virilité et il y a la virilité qui se reflètent physiquement, mais qui sont deux choses complètement différentes. Ben d'ailleurs, pour compléter ça, tu as l'exemple typique, je vais parler dans mon cas, tu as des combattants, d'accord? Donc un combattant, c'est un mec qui monte sur le ring avec une foule qui lui être hostile pour moitié, voire en totalité. Ce qui arrivait à Jordan, il y avait beaucoup de Jordan Zemo et beaucoup de courage de monter sur le ring avec une foule qui lui était authentiquement hostile, avec la présentatrice qui lui était hostile, tu vois? Donc il faut beaucoup de mental pour faire ça. Donc ça, c'est viril, si tu veux. Mais à côté de ça, par exemple, tu as d'autres combattants, ils vont avoir cette capacité de faire un truc comme ça. Et après, sur le fait de porter leurs idées, d'afficher leurs idées en public, ils vont complètement s'effondrer alors qu'ils ont été en capacité à les se mettre des pêches sur un ring pendant 12 rounds avec un tueur à gages, tu vois, je me dis, ils vont être bloqués au moment de donner leurs idées publiquement parce qu'ils ne vont pas avoir cette virilité. Donc tu as raison de dire que la virilité physique, c'est l'apparence de la virilité et qu'ensuite, on va dire l'essence de la virilité, c'est la virilité mentale. Et c'est pas parce qu'il y a des marqueurs de virilité physique qu'il y a de la vérité mentale. Et je connais énormément de combattants qui t'envoient des MP, ça a dû t'arriver. Toi aussi, se disent putain mec, je suis d'accord avec toi, ouais, t'as envoyé le paquet sur tel sujet colénique. Moi, par contre, je ne peux pas donner mon avis parce que, en fait, c'est risqué. Mais la virilité, c'est aussi ça. Regarde des grands sportifs qui restent dans l'histoire. C'est des mecs, à un moment, ils ont fait des exploits sportifs. Et en plus des exploits sportifs, il y a eu des discours, mais qui étaient extrêmement tidants. Comme Mohamed Ali, par exemple. Ou comme d'autres qui ont amené en plus du sport, un kick qui était en rupture avec le société dans laquelle ils étaient. Ils ont dit non, je vais défendre ce truc-là. Typiquement, tu as, comment il s'appelle, Strickland, Sean Strickland, il y a plein de combattants qui sont aussi forts que Sean Strickland, il y en a très peu qui peuvent prendre le micro. I hear terrible things about Paris, you know. What do they say about immigration? It could either make a country or break a country. So you will not come to Paris? You know, I would like to go, dude. I just hear that it's such a fucking shady place. I hear there's if you look at the crime rate, you know, and it's a damn shame that, you know, these places with such rich cultures are just being watered down. Et dire, non, attendez, je vais pas donner de gage à Libération. Je vais pas commencer à essayer de séduire une part non vue parce que je veux pas déplaire. Non. Moi, j'ai tel avis sur l'LGBT. J'ai tel avis sur la propagande LGBT, tu vois. Lui, il est rentré dans leur terrible. Il y a très peu de combattants français qui ont les couilles de faire ça. Et pourtant, ce sont des mecs très virils physiquement. Mais s'il n'y a pas la virilité mentale qui est couplée à la virilité physique, ça reste une virilité d'appareil, c'est complètement ridicule, tu vois. Alors, je vais rebondir sur ce que tu dis, c'est hyper important, c'est que avant l'homme viril allait au bout de ses opinions, même si ses opinions n'étaient pas validées par la société ou par l'établissement. Et aujourd'hui, des personnes qui se revendiquent viriles, qui par exemple devaient t'écouter toi, certainement t'envoyer des messages privés, et toi aussi également, on en a déjà parlé en off sans citer de nom, qui n'assument pas le fait d'avoir les mêmes idées que toi parce que l'établissement va dire « Ah, t'as les mêmes idées que lui, donc t'es out ». Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ils se protègent, quoi. Ils protègent leurs économies, ils protègent potentiellement leur famille, ils protègent aussi peut-être leur intégrité. Mais je pense que tu vis constamment avec une espèce de dissonance cognitive parce qu'il y a ce que tu es à l'intérieur et ce qu'on te fait dire ou ce qu'on t'autorise à dire. Et je pense que sur le très long terme, c'est ce qu'on disait hier, mais je pense que sur le très long terme, ça doit créer énormément de frustration, peut-être même de dépression, de ne pas réellement pouvoir assumer qui tu es. Ouais, parce que en fait, il y a deux choses. Ça, c'est Baptiste qui le disait dans une vidéo. Il disait que quelqu'un ne s'exprime pas. En fait, ça reste, entre guillemets, si tu veux, ça reste respectable. Parce que, si tu veux, bon, effectivement, le devoir d'un homme aussi, comme tu l'as dit, tu as raison de le souligner, c'est de protéger sa famille, de pourvoir aux besoins de sa famille. Donc, il faut que le pognon y rentre. Donc, c'est un père de famille, il est dans la virilité puisqu'il exerce
une pression sur lui-même. Il y a une pression, pardon, sur lui-même qui est exercée en permanence, qui est de devoir ramener du pognon, d'être viable, en fait, pour sa femme, pour ses gosses, dans la société. Bon. Donc, du coup, il peut pas faire tout n'importe quoi. Mais ça reste viril de pas s'exprimer pour être capable d'assumer son rôle de père et de pas être défaillant. En revanche, et c'est là où je te rejoins, dire des choses que tu ne penses pas, donc qui tordent ton âme, qui sont au contraire de tes adhésions. Et c'est ce qui s'est passé récemment avec un combattant, mais c'est vraiment dommage, parce qu'il aurait pu choisir de ne rien dire du tout, et on n'en aurait pas voulu, ça se comprend, parce qu'en fait, il faut faire carrière. Et en France, dès que tu affiches certaines idées, c'est fini, plus personne ne te parle. Mais de là, et c'est Baptiste qui le disait, de là à aller chez l'ennemi, entre guillemets. Chez l'ennemi, pour donner des gages à l'ennemi, mais c'est terrible. On ne t'a pas demandé de t'agenouiller, tu vois. Alors pourquoi tu le fais, tu vois ce que je veux dire? On t'a juste demandé de rester près du mur, de garder le silence, tu as le droit de faire ça, c'est pas grave. Ça, c'est être un homme responsable. Aller faire du baise-main à des mecs qui le méritent pas et à des mecs que tu méprises dans le public, tu tords ton âme. Tu tords ton âme. Et ça, c'est le plus gros crime qu'on peut faire contre soi et contre Dieu, c'est de tordre la vérité. Ouais. Mais je pense qu'on leur demande, en réalité, indirectement, on leur demande. On peut leur faire De porter allégeance, quoi. Ouais, c'est ça. On peut leur faire comprendre. Écoute, ce serait bien que tu ailles là, ce serait bien que tu dises ça. Et si tu veux pas le dire, tu peux ne pas le dire. Mais c'est une position. Et c'est pas notre position. Et je pense que c'est aussi en partie pour ça qu'il y a des mecs qui sont prêts à se tordre et à y aller aller lécher les bois. Ouais, mais tu le payes. Ah oui, tu vas le payer, ça c'est clair. Moi, je pense que tu le payes. Je te rends peut-être pas compte tout de suite, mais tu vas le payer. Après, il y a deux choses. Il y a le mec qui veut gagner de l'oseille et pas marquer l'histoire de son sport. Là, je comprends parfaitement. Tu fais ce qu'il faut. C'est ce qui s'appelle faire de la réelle politique. T'es un politicien, finalement. Tu vas là où il faut aller, au moment où il faut aller. Et tu fais ta carrière et tu ramènes de la thune et très très bien. On se rappellera pas de toi où tu vas pas marquer les esprits. Et après, tu as le mec. Mais ça, c'est une espèce de plus en plus rare. Il veut non seulement sportivement marquer son sport, mais il veut que quand il soit parti, il y ait une empreinte. Qu'il ait laissé un héritage, quelque chose, un esprit, tu vois. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, le banner qui est retraité depuis combien d'années, bon là il va refaire un combat, mais il est retraité, je parle du moment où il combattait beaucoup, tu vois, et ça fait 20 ans en fait qu'il est retraité, peut-être un peu moins. Bon, aujourd'hui ça reste encore le GOAT, il a encore une aura énorme. Pourquoi? Parce qu'à son époque, il est allé marquer très fortement les esprits en faisant des combats qui étaient... Il n'a jamais calculé, c'est le roi sans couronne. Ouais, totalement. Ouais. Et les gens ont un respect pour ça qui ne s'achète pas et qui ne peut pas s'acquérir par du calcul. Parce qu'en fait, tu as des mecs qui font des carrières de calcul qui resteront dans les esprits parce que ils ont eu, comme ils ont fait des calculs, ils arrivent à certains titres, mais il y a la manière. Il y a le mec qui arrive le titre en se tapant tout le monde, et il y a le mec qui arrive au titre, et en fait, il a évité toutes les grosses têtes, et finalement, il a pris un nom qui était sur le déclin, tu vois, et en fait, il marquera moins sens. Et ce qui va y avoir de terrible, c'est qu'il va sortir dans la rue, il va dire, putain, personne ne me connaît. Et ça, c'est arrivé à des champions qui sont arrivés après Ali, tu vois, où les mecs, en fait, ils avaient eu des carrières où ils avaient moins pris des positions, et ils sont arrivés après, et ils étaient étonnés dans la rue que les gens ne sachent pas qu'ils étaient champions du monde. Ouais, mais parce qu'en fait, t'as pas ouvert ta gueule sur tel sujet, t'as pas ouvert... Si le seul moment où on t'entend, c'est salut les loustiques, y a personne qui peut faire 3x3. Il n'y a pas un seul mec en moins de 70 qui fait 3x5 avec moi. Et je vais vous le prouver, étape par étape. Et je viendrai défendre la ceinture de l'UFC à Paris lorsqu'elle sera autour de ma taille. Voilà. Je vois pas de qui tu parles. Non, l'embrasse. Non, en plus, sérieusement, moi je continue à soutenir Benoît Saint-Denis parce qu'il faut dire les choses. Ce qui m'a un petit peu déçu, si tu veux, je continue à le soutenir parce que ce qu'il représente, et puis en plus, c'est un type qui est catho, sincèrement, authentiquement, donc je continue à le soutenir. Mais si tu veux, ce qu'il y a eu de très triste à un moment, c'est que c'est un gars, il était prisonnier du microcosme français, où on lui a dit, écoute, un tel, c'est mieux si t'as vraiment aucun lien avec, tu vois, alors qu'il sait pertinemment que ce qu'il représente, c'est la chevalerie française, le Saint-Denis, c'est le Montjoie Saint-Denis, c'est le cri de guerre des chevaliers français. Donc, si tu veux, le mec force spéciale, Benoît Saint-Denis, bonne gueule, mec qui transpire le terroir, tu vois. Donc en fait, son public, effectivement, il parlait plus aux ruraux, aux mecs très attachés à l'histoire de France. Ça veut pas dire qu'il parle pas aux autres gars, tu vois. Il y a plein de gens qui l'aiment bien, qui sont pas, entre guillemets, de son milieu, de son ethnie, tu vois. Mais si tu veux, le corps principal de l'adhésion au rêve et au projet Benoît Saint-Denis, champion de l'UFC, c'était des mecs comme ça. C'est des mecs plutôt conservateurs, c'est des mecs attachés à l'histoire de France. Et en fait, à un moment, il a dit, ouais, mais attends, fais gaffe, ça c'est des nazis. Et c'est un journaliste parisien qui pèse que dalle qui lui a dit ça. Et en fait, comme c'est des types qui sont mal renseignés, mal conseillés, il a peut-être pris peur. Et en fait, à un moment, il y a eu suppression de la discussion qu'on avait. Ah, il a supprimé. Ouais, je crois. Et il y a eu le follow, il a sauté, tu vois. Et j'ai dit, mais c'est sale, ça, en fait. Je vais pas sortir la discussion qu'on a eue. En plus, on arrête grave. J'ai dit, Benoît Saint-Denis, bravo, tu nous as fait rêver. Il y a rien de politique là-dedans, tu vois. Et en fait, tu découvres des types qui sont capables d'être... Il est prêt à mourir sur le ring, tu vois, à faire des trucs de malade, des performances sportives incroyables. Et à côté de ça, politiquement, il va aller demander pardon à Libération, qui va pouvoir titrer, oui, Benoît Saint-Denis, mais une extrême droite à la droite, tu vois.
Mais tu vois, qu'est-ce que tu vas chez Libération, c'est un journal qui a fait l'apologie de la pédophilie. Tu vas te laver chez les mecs qui ont appris, ils ont dit qu'il fallait apprendre aux enfants à sucer, tu vois. Et tu vas te laver là-bas, d'avoir eu une discussion, c'est très dommage ça, tu vois, je veux dire. Donc là, à un moment, bah, il était là, il continue à être là, tu vois, mais il a été déchu un petit peu, tu vois. Donc c'est pour ça que je me permets de limiter. Je l'aurais pas fait avant, mais du coup, voilà. Comme maintenant, il y a des saluts les loustiques, alors voilà, de m'entraîner à taille pit, étape par étape, voilà. Ah, désolé Benoît, je t'aime beaucoup. Il fallait pas le unfollow, ça m'a fait mal au cœur, mec. Je suis derrière toi, je suis un catholique comme toi. Tu nous as fait rêver, gros. On s'en bat les couilles de ce qu'ils disent Libération. On n'est pas des nazis, on t'aime bien, mec, c'est tout. Voilà, t'es un catho, t'es français, c'est bon. Mais alors, Grave à tout ça. alors, à l'époque de Ali, t'avais pas Internet comme aujourd'hui, donc les choses ne devenaient pas virales. C'était les médias papier, les médias télé, donc les choses ne prenaient pas une ampleur comme ça peut prendre aujourd'hui. Donc, il avait fait, il était égérie Kalos, donc Kalos, la marque qui sponsorise cette vidéo, et il s'est fait targuer d'extrême droite parce que c'est une marque également qui respecte les valeurs de la France, qui fabrique en France, qui est totalement pas, bien évidemment, d'extrême droite, simplement. C'est une marque qui a des valeurs et des valeurs qui lui sont propres, et elle a le droit d'avoir ses valeurs. Et lui, il a certainement eu peur par rapport à ça, et il est parti se justifier auprès d'un média qui n'est pas recommandable, juste pour que les gens disent, bon, ok, c'est bon, les pédos t'ont dit que t'étais pas un nazi, donc c'est bon. Après, les canaux d'information à l'époque d'Ali, ils étaient beaucoup plus restreints. Ce qui fait que quand un mec s'exprimait sur un canal et potentiellement la télévision, qui était peut-être le plus répandu, tout le monde était au courant de ce qui s'était passé. Je pense que certains disent que Ali a créé le buzz. Alors, je sais pas à quel point c'est vrai. Mais je pense qu'à l'époque, l'impact était... Ouais, les blabres étaient tard. Quand Ali arrive à la télévision et dit « Je ne m'engage pas pour le Vietnam parce que je souffre plus dans mon propre pays que Viet Cong ne m'a jamais traité avec le nègre. » Voilà. Et ça a beaucoup plus d'impact. L'impact que ça a eu Ça a beaucoup plus d'impact à l'époque aux États-Unis qu'un mec qui porte une marque qui s'appelle Kalos, ou le mec, le patron de Kalos, c'est un maghrébin, donc t'as bien compris que le mec n'est pas raciste du tout. Non mais oui, on est dans le seul pays du monde où aimer son pays, tu vois, c'est être un faf, tu vois. Alors qu'en fait, on est plein à aimer ce pays, et on n'est pas des nazis, on n'est pas des faf, on est juste des mecs qui avons un esprit en fait de reconnaissance par rapport à la terre qui nous a vu naître et qui nous a instruit, qui nous a filé à bouffer, tu vois. Alors vous pensez pas que le fait que les gens retournent leur veste, entre guillemets, je mets des guillemets, ils ressortent plus leur côté féminin, la peur que peut avoir une femme, plutôt que le côté combattant et le côté frontal que peut avoir un homme viril? Mais quand tu parles... alors moi, je te dis, Benoît Saint-Denis, malheureusement, je connais très peu le sujet. Après, je peux imaginer que le mec se dise, j'ai un combat, en plus c'est un combat qui est réel, j'ai mon combat à moi, c'est le MMA, j'ai peur, entre guillemets, que en rentrant dans les sujets politiques, je me perde un petit peu et que je sois moins performant dans mon combat principal. Je sais pas à quel point c'est vrai. Après, il s'agissait pas, il était pas en train de dire « T'as lu les gars, on va partir en croisade ». Il disait pas ça. Ouais. On est d'accord. Ouais. Il disait « Je suis sponsorisé par Kalos ». Enfin, il le disait même pas, il disait... Non, simplement, il y a des pubs qui sont passées, là, où il portait du Kalos. La mort n'est rien. Mais vivre vaincu et sans gloire, c'est mourir tous les jours. Et c'est les médias qui ont interprété que Kalos était une marque d'extrême droite. Moi, je suis persuadé que Benoît Saint-Denis, c'est un type, ouais, il aime son pays, ce qui est normal. Absolument, les Américains aiment leur pays. Ouais, ils ont le drapeau devant chez eux. Mais John Jones, mec, qui est John Jones, qui est un combattant très controversé, tout ce que tu veux, sur la question de l'adhésion à leur pays, ils sont tous... Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. T'en parles à 50 Cent, à qui tu veux, il n'y a aucun débat là-dessus. Il n'y a pas de débat. Ah non, mais ça, c'est que chez nous. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est que chez nous. Tu veux que c'est un truc très franco-français en plus à micro, parce que ces mecs-là, ils ne comprennent pas que Libération, aujourd'hui, c'est 500 journaux vendus par jour. Ouais, c'est genre, c'est personne. Le moindre, c'est ça, ce qui les rend fous, c'est que des mecs comme toi, des types qui font des 300, des 400 000 vues, des 1 million de vues, si tu veux, mais on les écrase en termes d'influence, en termes d'adhésion populaire. Sauf que nous, on fait tout pour dire non, mais c'est des clowns, ils sont pas officiels, parce qu'ils sont pas sur les canaux officiels, alors que Libid, ils sont sous subvention, et on a Libération sans subvention, et cool. Nous, on s'est fait tout seul. On est financièrement indépendants, tous, autant qu'on est là, les trois. On est indépendants financièrement tout seul, on s'est fait tout seul, on ne doit rien à personne. Moi, j'attends pas que la République me verse des subventions comme Blast ou comme Libération, gros. Moi, je me dois tout à moi-même et je trouve ça déjà extrêmement viril, tu vois. Et eux n'ont pas ça. Donc, en fait, on les ramène à un truc qui est extrêmement violent pour eux. Et du coup, ben, ils veulent attaquer ces gens-là. Ils veulent attaquer les représentants, ce qu'ils estiment être les représentants de ces gens-là, tu vois.
Parce que Benoît Saint-Denis, à un moment, il représentait un peu ce côté, le retour du terroir français. Oui, parce que aussi, c'est de cette manière qu'on le brandait. Parce que peut-être que lui, c'est pas ça qu'il voulait mettre en avant. Lui, c'est un ancien des forces spéciales. Il est combattant de MMA. Et c'est comme ça qu'on l'a brandé. Après, il y a un problème avec Libération, c'est que certes, ils sont peu lus, mais ils sont lus par une certaine intelligentsia parisienne, c'est ce que j'allais dire, parisienne, mais qui ont un pouvoir énorme sur les médias. Absolument. Et la réalité, elle est que si Libération décide qu'un combattant comme ça soit encarté politiquement et en plus à l'extrême droite, il va y avoir un retour après sur... Oui, mais c'est pas justement en menant ces combats-là et en allant jusqu'au bout, comme a pu le faire Ali, qu'il restera dans l'histoire au-delà de ses performances sportives. Surtout, il crée des vocations. C'est-à-dire qu'en fait, le problème dans ce pays, c'est que la gauche a un pouvoir de faire taire les mecs. Et comme ils acceptent ce pouvoir, eh ben, ils le renforcent. Ils nourrissent la bête. S'il y a 4-5 mecs qui disent non, en fait, moi, je rentre pas dans la combine. Moi, c'est pas mon adhésion. Ils vont jamais emmerder Carlos Takam ou Martin Bacolé avec l'histoire de LGBT, tu vois. Ils savent les réponses qu'ils vont. Ouais. Martin Bacolé, il dit au Congo, si tu veux, le mec, c'est un roi tribal. Est-ce qu'il y a un journaliste PD de, je sais pas où, de Libération? Mais qu'est-ce que vous pensez de la condition des homosexuels au Congo, gros? Mais qu'est-ce qu'il va répondre, Martin Bacolé? Il va rire de daron. Le ventre va vibrer, en fait. Il va aller chercher sur Internet la constitution du Congo et le livre des lois et quelle est la sentence, tu vois. Et en fait, le journaliste, il va pas être déçu du voyage, tu vois. Est-ce qu'ils sont allés demander à Francis Ngannou qu'est-ce qu'il pense de la condition des LGBT au Cameroun? Au Cameroun, ouais. Non, mais attends. Pneus, essence, tu vois. Ouais. Donc, si tu... Il n'y a pas de débat, quoi. Ouais, ils vont même pas les emmerder. Donc, en fait, ils savent très bien qui est emmerdable et qui est pas emmerdable. Et en fait, si tu fais partie des emmerdables, ben, t'es aussi une part du problème. Ça serait bien de revoir des... Tu vois, tu parlais d'Hulk Hogan, des mecs comme ça. Pourquoi c'est resté des goths? Parce que c'était des monolithes d'idéal. Mais des fois très caricatural, tu vois. Hulk Hogan, il était en slip jaune, il prenait des drapeaux soviétiques, il mettait coup de tête dedans. En disant aux enfants américains, dites non à la drogue et ne savez pas où c'est. Ouais, prenez votre shaker de protéines le matin. Ouais, c'est ça. Pompe, homophobie et amour du drapeau, tu vois. Wow, le programme, il est... Ah ouais, c'est pour les intellectuels, en fait. Je vais rebondir là-dessus. Donc là, on a parlé d'LGBT, de l'homosexualité dans certains pays où l'homosexualité n'est pas acceptée. Donc là, c'est une question qui est hyper importante. Avec les gens marrons qui habitent dedans. Est-ce que on peut être pédé et viril? Ah ouais, bien sûr. Ah. Ouais, sans aucun doute. Ouais, non, vraiment, je le pense. Mais parce que, comme tout le monde, on en a toujours autour de nous. Et j'ai vraiment des gens qui appartiennent à cette communauté-là, d'ailleurs, qui la plupart du temps me disent j'appartiens à aucune communauté. J'ai ma sexualité, mais elle ne me différencie absolument pas des autres. Mais ça, c'est... Après, je me dis, bon, ils font ce qu'ils veulent. Moi, j'avais eu le cas un jour sur scène, je dis clairement, hein, c'est un jour où j'ai eu beaucoup de mal à rebondir, d'ailleurs. Ce qui m'arrive jamais. Mais il y a eu beaucoup de mal à rebondir parce que à un moment donné, on est en train de discuter un peu des différentes sexualités dans la salle. J'ai un mec qui lève la main et qui me dit clairement je suis homo, et on commence à avoir une interaction, mais j'ai presque envie de dire on avait quitté l'humour, qu'on était vraiment en train de discuter comme ça. Et à un moment donné, il me dit comme ça, tu sais, on est nombreux à ne pas se reconnaître dans un certain projet politique, notamment le LGBTisme. Je suis homo, mais j'ai une vie tout à fait normale, je travaille, je fais ce que j'ai à faire, j'ai mes projets, je vais au bout de mes projets, etc. À part que je me fais enculer, ce que tout le monde ne fait pas tous les jours. Mais bon, sans ça... Voilà, après, là, c'est autre chose. Mais dans l'idée, je me souviens que quand il avait dit ça, je me suis un peu senti con. Cette réponse-là m'avait mis un petit peu sur le côté, parce que je me suis dit, putain, bah en fait, c'est ça. Et je pense qu'il y a une majorité d'homos aujourd'hui en France qui vivent simplement comme ça, juste une sexualité... Alors, tu as soulevé the point, comme disent les anglo-saxons. That's the point. Bon, alors, moi, je te rejoins. Je pense que dans l'expression quotidienne, les homosexuels peuvent tout à fait être vieilles. J'en connais un, moi, j'en ai sur Instagram. J'ai un pote à moi, je ne vais pas dire son nom, évidemment, qui est homosexuel. Tu ne peux pas, moi, je l'ai appris de manière fortuite. C'est un type, tu peux pas imaginer qu'il est homosexuel, il pèse, il est vraiment... et puis, c'est un bon gars et tout, tu vois, bon. Je vais pas donner plus d'indices, mais c'est vraiment un très bon gars, vraiment, sincèrement. En fait, après, là où tu soulèves un truc, c'est que... Bon, là, on va rentrer Non, là, attends. On va rentrer un truc hardcore, là. On va rentrer dans la mécanique. Ouais. On va rentrer dans la mécanique. En fait, il y a le moment où, si tu veux, il y a un gonze. Tu sais, mon daron, il avait une expression pour les homosexuels. Il n'était pas du tout homophobe, mon père. Mais c'est un mec du sud-ouest, tu vois. Celui-là, il se fait souffler dans la nuque. Souffler dans la nuque.
Tu sais, il faisait ça avec la main, je dis, oh, putain, celui-là. Genre, c'était ça la gestuelle. Ça voulait dire, il y a un mec qui est derrière lui, il est en train de l'endoffer, et il y a le souffle chaud dans la nature. Bon, alors, attends, chaud. Attends, chaud la vision. Si tu veux, j'ai appris que Mussolini, il a traqué les homosexuels, mais uniquement ceux qui étaient passifs. Ok, d'accord. Oui, comme dans certains pays arabes, si t'es actif, Il considérait, si t'es pas actif, t'es pas considéré comme gay. donc, si tu veux, si t'es un dep, Vraiment dans un bon débat, là. hein, mais les c'est gars. toi qui endoffes les mecs. Ouais. Tu vois. C'est toi qui attrapes par la taille. Mm. Mais imagine être un mec, tu vois, et puis t'es à quatre pattes, et il y a un mec qui t'attrape par la taille, par les poignées d'amour, tiens. Et il te trousse l'oignon, tu vois. C'est particulier. Très particulier. Après, ta vie, Elle est plus la même. Ouais. Elle est plus la même. Non, mais moi, qu'est-ce qui se passe? Non, mais j'entends, mais j'ai toujours le même dans problème. Star Wars, ils prennent un vaisseau spatial, les étoiles, elles s'accélèrent, ils arrivent sur une autre planète. Et je crois qu'en fait, il se passe un peu ça. Après ça, tu vois, tu voyages, il y a Chewbacca tout d'un coup, tu vois. Alors qu'il y a une minute, il n'existait pas. Non, mais tu commences, tu sais, t'arrives à la cantina dans Star Wars, là. Tu sais, les espèces de têtes de globules qui jouent de la clarinette. Tu vois, je pense que ta vie, il y a des mecs comme ça qui apparaissent dedans. Non, mais est-ce que la question, mais alors là c'est intéressant, mais est-ce que la question vient du fait qu'on soit sur deux sexes identiques ou est-ce que c'est les pratiques sexuelles? Non, mais en fait, je pense qu'il y a des pratiques sexuelles qui font de toi à un moment où t'es plus un homme. Ouais, voilà. Mais oui, mais tu vois bien que ça dépasse l'homosexualité. Après, dans ton quotidien, bon voilà, moi je connais beaucoup d'homosexuels, Non, mais- par exemple. Mais Rob, soyons honnêtes, porte fermée. Ouais. Il y a des hétérosexuels qui font des trucs hardcore. Non, mais clairement, non, mais on en est là. Mais c'est pour ça que je te dis, est-ce qu'on parle du fait que ce soit deux hommes et auquel cas, honnêtement, nous on s'en fout, personnellement on s'en fout. Ouais. et si c'est juste une question de pratique sexuelle que certains pourraient considérer comme étant déviante, les gars, allez regarder ce qui se passe chez les hétéros, il y a des trucs hardcore. Il y a eu des Demandez délires à aux un moment médecins ce qu'ils retrouvent dans les colons. Dans le corps des gens, ça. dans les colons. Ouais, quoi. Tu te rappelles cette période où ils ont commencé à dire, ça c'était Skyrock et compagnie, ils ont commencé à instiguer l'idée qu'il fallait mettre des doigts dans l'anus, tu sais, des mecs. Oui, parce que la prostate, oui, c'est le point G de l'homme. Mais si tu veux, tout le monde à l'époque a dit, ouais, bon, tu sais, les mecs, ils ont fait des têtes cheloues, tu vois, bon, c'est au service de plaisir. Mais si tu veux, le problème, c'est que tu ouvres un placard qui a été fermé pendant des millénaires, selon nos ancêtres. Ouais. C'est la question de est-ce que l'anus sert à faire caca ou à rentrer des choses dans l'autre sens, tu vois. Et en fait, moi, je crois que quand tu commences à commencer à aborder les sujets, de faire rentrer des trucs dans l'autre sens, on est déjà un petit peu hétérosexuel ou homosexuel, tu vois, peu importe. On est déjà dans une porte c'est une porte qui s'en trouve sur une pièce, qui ouvre sur une autre pièce où il se passe des trucs chelous, elle est mal éclairée là, tu vois. Tu sais, il y a un sas, mais t'es déjà dans le sas, tu vois ce que je veux dire. Et l'odeur, elle a changé par rapport à la première, tu vois. Donc, si tu veux, je crois que, ouais, c'est pas la question d'orientation sexuelle, c'est la question de qu'est-ce que tu fais avec ton fiat. Ouais. Que se passe-t-il quand la porte est fermée? Et la réalité, elle est que quand la porte est fermée, et c'est ça qui est terrible d'ailleurs, c'est une discussion que j'ai souvent avec mes potes, c'est de me dire, en fait, tu vas croiser des mecs dans la rue qui ont l'air tout à fait normaux, mais la réalité, c'est ce qui se passe derrière quand la porte est fermée, quand il fait noir, quand ils se retrouvent soit seuls, soit avec leur compagne ou leur compagnon, et de savoir ce qui se passe derrière. Et là, on est dans la pure intimité, et normalement, dans un monde normal, ça ne devrait pas avoir d'impact sur leur vie de tous les jours. Alors, la porte est fermée. Ouais, mais est-ce que tu penses qu'on peut fermer des portes sur des trucs comme ça? Mais non, mais moi, je pense qu'il y a sans déconner, je pense qu'il y a des mecs que tu croises, certainement que tu les vois comme très virils, imposants, etc. Ils se font prendre le huc par leur meuf. Ça, c'est une réalité. Mais moi, je te parle, mais là, je te parle pas du gars vis-à-vis des autres. Je te parle du gars vis-à-vis de lui-même, parce que c'est ça, en tout premier lieu. Ouais. Toi, tu dois vivre avec ça. Si tu veux, comment tu interagis avec le décor quand il y a une demi-heure, tu es dans une piole? C'est un mec, tu vois. Ouais, mais certains le font très bien. Et d'ailleurs, je me souviens, et je suis pas du tout en train de mettre dans le même panier ou quoi que ce soit, mais je me souviens d'un pédophile qui s'était exprimé un jour à la télévision parce que américaine. Les médias avaient réussi à l'avoir, etc. Et le mec disait, et c'est un jeune, il doit avoir la trentaine, plutôt beau gosse, et il disait, devant la caméra, méfiez-vous, parce que les plus gros pédos, les plus gros criminels et les violeurs d'enfants me ressemblent à moi. C'est moi. C'est pas le gros que tu vois avec son bite qui déborde. Bien sûr, nous, on ne s'exprime pas en contre ou à faveur de ça. Tu oui, donnes un absolument. exemple. Ah oui, non, bah, évidemment. Ouais, mais le gars lui disait, attention, c'est moi, c'est le mec que vous croisez tous les jours, qui n'a pas l'air comme ça. Mais c'est moi qui représente les mecs les plus déglingués de cette planète. On n'apprend pas justement aux jeunes à avoir de la passivité
plutôt que de l'agressivité. En fait, on ne leur apprend pas à diriger une saine agressivité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'agressivité, elle est proscrite, quelle qu'elle soit. Or, tu as des agressivités qui sont saines parce qu'elles permettent d'entretenir quelque chose de sain. C'est pas malsain. Je vais te donner 2 exemples. L'agressivité que tu vas développer en allant faire un sparring ou en allant au rugby, tu vois, ou en allant pousser comme un débile mental, tu vois, ça, c'est plutôt sain parce qu'elle s'exerce dans quelque chose qui est amélioratif pour toi. L'agressivité de frustré, où tu vas te retrouver avec ta meuf au plumard et tu vas lui pincer les tétons, tu vas faire des trucs chelous de mec qui veut dominer, qui veut faire de mal physiquement, ça fait vraiment malade, en fait, tu vois. Il y a un côté malade. Et t'as plein de gars qui... En fait, l'agressivité ne sort pas de manière saine parce que c'est des lâches et qu'ils n'ont pas été tout simplement... ils n'ont pas été amenés à produire ça. Ouais. Et donc, du coup, ça se traduit autrement et ça fait des sociétés d'énormes salopes avec des comportements de dégénérés finis, en fait. Et l'agressivité va ressortir... en allant se branler 28 fois par jour sur du porno parce que il faut qu'il y ait un truc qui sorte et tu vois ce que je veux dire, ça va s'exercer dans la frustration et ça va créer des mecs qui ont des pensées de malade mental, tu vois ce que je veux dire, et ça c'est très très malsain. Et on a pensé qu'en réduisant l'agressivité on allait réduire la violence. Non, faut diriger l'agressivité pour réduire la violence dans une société, parce que s'il n'y a pas d'agressivité qui s'exerce saine, ça va se transformer en violence malsaine. Alors, de par mon métier, j'ai eu la chance d'avoir tout type de clientèle et à un moment, je ne coachais que des gays. Et j'ai eu pas mal de gays, donc maghrébins, et de gays d'Afrique noire. Et la plupart m'ont dit que dans leur pays respectif, ils ne pouvaient pas vivre leur homosexualité. Et c'est en venant en France qu'ils ont pu la vivre pleinement et revendiquer ce qu'ils sont vraiment. Donc toi, c'est quand même un sujet dont tu parles assez. Moi, la virilité dans les pays africains, quels qu'ils soient, que ce soit Maghreb ou Afrique noire. Donc, qu'est-ce que vous pensez tous les deux du fait que des gens ne peuvent pas vivre leur sexualité pleinement dans leur pays parce que les us et coutumes font que là-bas, ils se font massacrer, ou ça n'existe pas d'avoir des gay pride ou de s'exhiber main dans la main avec un mec dans la rue. Et quand ils viennent dans le pays des droits de l'homme, là, les portes sont ouvertes et même vous avez subi les foudres d'associations qui luttent pour le mal que subissent ces communautés. Bon, bien évidemment, c'est très grave de faire du mal à des gays, à des transsexuels ou quelque chose qui s'y rapproche. Ça, attention, on est contre ça. Non, mais toute la question, selon moi, elle est là, en réalité. Est-ce que réellement, ou humainement, on a envie de voir, parce que je l'ai vu récemment, c'était en Afrique, justement, où dans un espèce de village, ils avaient découvert que l'un d'entre eux était gay, et ils l'ont passé à tabac à 50. Ils l'ont jeté dans l'eau, Ah, mais j'ai cru que t'allais dire, mais ça, c'est gentil en Afrique. Non, mais Mais non, justement. Donc, pour quelle raison? Parce que quand on est gay dans ces pays-là, on n'est plus un homme, on n'est plus viril, non? Non, c'est même pas... Là, je pense que c'est la transgression ultime, je pense. Je pense que là, c'est... Allez, après, je termine ce que je disais. Non, attends, passe pas d'abord. La fille de Paul Biya, qui est le président du Cameroun, qui ne vit jamais au Cameroun, qui est en Suisse, elle a fait son coming out. Ah, ok, lesbienne. Elle a dit, je suis lesbienne. Ok. Et t'as un Camerounais qui a pris le mic, tu sais, qui est un influenceur, un influenceur, c'est un Camerounais, tu vois. Ouais, bon, avec l'accent camerounais et tout, il a dit, ouais, putain, des fois, il n'y a pas d'eau courante, il y a des coupures d'électricité, on a des problèmes dans le pays, tout ça, et en plus, vous voulez rajouter le derrière qui pique. Pas ça. Derrière qui pique. Si tu veux, c'est des sociétés, il y a vraiment des problèmes qui font que t'as pas le temps de t'ennuyer suffisamment pour demander si, quand tu te fais ramoner le conduit, t'es accepté suffisamment ou pas, ou si t'es suffisamment représenté dans les séries. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, si tu veux, pour citer un rappeur, Kiddy Smile, par exemple, c'est un DJ. Ouais, DJ, Kiddy Smile. Kiddy Smile, il est originaire de quel pays? Cameroun. Bon. Kiddy Smile, je sais qu'à un moment, il avait un discours très putain, on souffre ici les minorités en France. Moi, la question que j'ai envie de poser à ce mec-là, c'est au Cameroun. Si t'attrapes un autre noir par la main, tu vois, et que c'est pas pour faire un combat de lutte, tu vois, ou lui lever parce qu'il a gagné un combat de boxe, tu vois, mais qu'en fait, c'est parce que vous êtes amoureux, qu'est-ce qui se passe, en fait? Dans le pays de Francis Ngannou. Bon, et bien, il y a des gens qui vont le taper pour vivre, tu vois, je veux dire, et pour que lui, il arrête de vivre, tu vois. Et en fait, moi, je trouve pas bien que ces mecs-là, en connaissant la réalité des homosexuels au Cameroun, ils soient aussi sévères avec les sociétés occidentales, en nous disant, ouais, ici, je subis ça, gros, t'es parti du Cameroun, parce que c'est interdit d'avoir le derrière qui pique là-bas, tu vois. Donc, si tu veux,
fais profil bas, tranquille, tu vois. C'est bon, ici, t'as en France, de la véritable homophobie, comme il y en a dans des pays vraiment homophobes, tu n'en as pas. Ouais, c'est vrai. Moi, je vous rejoins, hein, on va clarifier les choses, c'est très très important. Moi, quand je vois des homosexuels se faire exécuter dans des pays parce qu'ils pénalisent l'homosexualité, je ne suis pas content de ça. Je trouve pas que c'est bien. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis contre la propagande de vouloir afficher sa sexualité, de vouloir en faire un truc central, de vouloir expliquer ça à des enfants. Voilà, moi, c'est toute cette partie-là. Mais des homosexuels dans les sociétés traditionnelles, il y en a toujours eu. C'est juste qu'en fait, c'était géré, ils faisaient leur truc dans leur coin. Ils n'avaient pas envie de remplacer les hétéros. Tu vois ce que je veux dire? Ils n'avaient pas envie de se marier comme les hétéros. Ils vivaient leur homosexualité dans leur coin. Et point final, tu vois. Et le truc de l'affirmation, qui est une forme aussi de conquête, c'est de dire on est là et maintenant vous allez nous écouter et vous allez comprendre qu'on fait ce qu'on veut. Mais limite, il y a un côté, regardez, allez vous faire un cul. Au final, T'es pas encore plaisir, mais t'as rien compris à la vie. ouais, voilà, c'est ça. Il y a un peu de trucs comme ça. Tu vois. Et ça, je suis contre. Mais évidemment que quand tu vois, parce que je te disais, passer à tabac, c'est une chose. Il y a des vidéos, mec, ils mettent des pneus, ils mettent de l'essence, ils brûlent les types. Faut arrêter. Je veux dire, alors, ils partent complètement en couille. Tu vois ce que je veux dire. Donc voilà. Mais c'est que parfois j'ai l'impression que dans le discours, en fait, on fait exactement ce qu'ils attendent de nous. C'est-à-dire qu'on ne sépare pas le projet politique des citoyens de la vie de tous les jours. Et c'est deux choses complètement différentes. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas discuter avec n'importe quel gay que tu vas croiser dans les rues de Paris, je te le dis, la majorité n'a absolument rien de militant. Ils vivent leur vie, ils vont bosser, ils ont autre chose à foutre. Tu comprends ce que je veux dire? Ils ne sont pas dans le militantisme, ils ne sont pas subordonnés à une certaine politique, etc. Mais c'est deux choses complètement différentes. Mais dans l'absolu, j'ai pas envie, très honnêtement, de vivre dans un pays où, en banlieue ou ailleurs, encore une fois, il y avait ce truc qui avait tourné où un Afro-Américain dans son ghetto avait dit à un autre Afro-Américain t'es mignon. Ah, il était passé en disant t'es mignon. Il s'est fait tabasser. Tu vois ce que je veux dire? Très honnêtement, j'ai pas envie de vivre dans un pays. Bien sûr que non. Tu vois ce que je veux dire? Mais bien sûr que non. Il a fait on est de Paris, on a vécu à Paris, on sait ce que c'est. Quand on traîne dans le Marais, on se fait dragouiller, on se fait reluquer. Tu dis non. Oh là là, moi la technique c'est que je les appelle tous frérots, comme ça moi, je les bro direct. Mais je dis non et tu traces ta route. Tu comprends ce que je veux dire? On a rarement des cas d'abus ou de, tu vois ce que ça c'est ça. Ouais, mais c'est chiant de devoir choisir entre une société qui fait des gay pride, où t'as des gens qui font l'apologie, ça c'est politique, sexuelle très extrême, tu vois. Ça c'est politique. Devant les enfants. Ouais, oui, mais le problème c'est que t'as le choix. T'as l'impression, mais l'être humain est un mongol, si tu veux. Soit c'est Gérard comptable à la Défense qui vient se mettre sur un char pour vivre pendant un jour des trucs de psychopathe qu'aucun hétéro ne vit. Oui, c'est vrai. Je veux dire, il y a le mec qui se met un masque de chien avec un chibrax en latex comme ça, calme-toi Gérard. Fais un Monopoly, achète-toi un puzzle 6000 pièces, tu vois. Relaxe-toi, tu vois. Fais passer ton... Voilà. Ou c'est l'Afghanistan et les mecs, il y a des grues et il y a un speaker en arabe et les gens prennent du popcorn et le mec il se fait dater à coups de sabre, tu vois, et à la fin les enfants viennent cracher sur le truc pour que vraiment la société comprenne que même les gosses refusent ça, tu vois ce que je veux dire. C'est vrai que c'est... Je me rappelle, j'avais vu une vidéo en Afghanistan, ils avaient exécuté un homo et après t'as les gosses, ils prenaient leurs chaussons, ils venaient comme si le truc était un gros cafard, ils vivaient encore, tiens, au cas où il revient. Pac, tu mettais des coups de tatane comme ça, tu vois. Et mais relaxez-vous, est-ce qu'on peut vivre dans une société normale où en fait des homosexuels, ils ont leur relation entre eux sans en faire la promotion, sans se balader à moitié à poil devant des gosses dans la rue, tu vois. Il y en a pas des gens qui les pendent à des grues parce que on peut accepter de vivre avec des gens différents. Enfin, c'est pas un discours de gauche, c'est l'humanité comme ça, tu vois. Bien sûr. Mais quel est ce besoin de venir absolument vouloir qu'on adhère, parce que c'est ça en fait. Ouais, ils veulent qu'on fasse des gars, mais adhérer. Mais non, j'ai pas envie d'adhérer. Mais c'est toute la force d'ailleurs de ces projets-là, c'est d'avoir aspiré avec eux les citoyens normaux en fait. Et de toujours les citoyens gays qui vivent normalement. Les avoir aspirés avec eux, et aujourd'hui, ni eux, ni les mecs qui s'opposent à ça ne font la distinction entre eux, simplement des citoyens qui se lèvent le matin, et on en a rencontré, moi sur le chantier, dans le déménagement, dans les restaurants, etc., des mecs avec qui je travaillais, qui vivaient leur vie tout à fait normalement. Et c'est vrai que je rejoins ce que tu disais, c'est que pour étayer le propos de ces personnes-là, ils mettent toujours en avant ceux qui souffrent dans certains pays, ou ceux qui sont... ou le 1 sur 100 qui se fait passer à tabac par des gens totalement débiles, et on est tous d'accord que personne n'appelle à la haine de telle communauté, même si, comme tu le dis, on n'a pas envie d'avoir la représentation dans nos rues où vivent nos enfants, nos grands-parents, nos amis, de ces personnes qui s'embrassent ou qui paradent sur des chars.
Et je voudrais faire également, pour vous poser la question, est-ce que vous pensez, en toute honnêteté, attention, hein, que Bilal Hassani pourrait faire ce qu'il fait en France dans son pays? Bonsoir Paris, oh, baby. Coucou tout le monde, c'est Bilal Hassani et j'espère que vous allez bien. Le Maroc. Ouais, il pourrait faire ça, vous pensez? Vivre son homosexualité et se travestir pour prendre de la hype, parce que je pense qu'il le fait également pour que les gens le remarquent. Pas aussi ouvertement, non, je pense pas. Écoute, il y a des villages au Maroc, si tu veux. Ouais. T'as un buisson pour 300 habitants, tu vois, où c'est très aride. Il faut que la terre fructifie. Donc c'est un truc de ouf, tu vois, d'arriver à survivre dans ces zones-là, tu vois. T'as un filet d'eau qui passe dans le village. Quand il y a une saison très très sèche, le filet d'eau se réduit énormément. On parle du Maroc reculé, hein. Ouais. Le nord du Maroc est très développé et même ça va devenir le phare de l'Afrique. Mais t'as des régions reculées où t'as vraiment une vie qui est très très dure. Est-ce que tu penses que quand t'as des mecs qui ont la gueule de Lee Van Cleef, avec des stackis comme ça, qui font du travail physique toute la journée, tu sais, quand les mecs deviennent, je sais pas si tu connais ces physiques de travailleurs rebeux, tu sais, où en fait comment on appelle ça là, le trapèze commence à l'oreille, ouais. Et en fait il vient jusqu'au poignet, tu sais, les mecs c'est des croissants au beurre, tu vois. Tu sais, s'il est noueux parce qu'il a fait que bosser, il mange de l'huile d'olive, tu sais, c'est des physiques, c'est des claques qui font très très mal, tu vois. Est-ce que tu penses qu'un mec comme ça, sous 40 degrés, Bilal Hassani va venir lui casser les couilles? Tu sais, le mec, il a eu une saison de merde, les olives, elles ont mal poussé, les oiseaux les ont mangées, tu vois, enfin, des trucs de ouf, tu vois. Est-ce que tu penses que Bilal Hassani va arriver avec sa robe, qui va rentrer comme ça dans le village, déjà comme il y va, tu vois. Il y va en taxi, donc là, le mec sort, et en fait, il y a les types, ils sont assis dans leur baraque. Déjà, le taxi. Il voit le type descendre, il a une robe, et une coiffure, et une permanente, et des ongles. Oui, alors, il y a des mouvements de tête comme ça, tu sais, si t'es pas une autruche, t'as pas le droit d'envoyer ta tête comme ça, tu vois, il y a un problème, tu vois. Donc il va se faire griller direct, et qu'est-ce qui va se passer? Lui, il va se faire éclater, en fait. Dans les sociétés traditionnelles, c'est même pas la question homosexualité, c'est pourquoi tu te déguises? Ouais. Pourquoi t'es déguisé? Parce que ils vont même pas dire, ah, il fait de l'homosexuel pride. Eux, ils n'ont jamais vu la finale de l'Eurovision. Il y a que dans les pays dégénérés comme le nôtre où tu vois des spectacles comme ça, t'es dit, les programmes qu'ils regardent, c'est Badrari contre je sais pas qui et les fantasies avec les chevaux et c'est tout. Et tout d'un coup, ils voient un mec arriver, mais qu'est-ce que t'as en fait? Pourquoi t'es déguisé? Pourquoi t'as mis des habits de femme? Ils vont le voir comme ça, tu vois. Mais c'est important ce que tu dis, c'est que donc t'as certaines sociétés, bon, je parle de l'Algérie, le Maroc, les pays comme le Cameroun, le Congo ou autres, qui arrivent à préserver leurs coutumes, des coutumes hétéro, viriles, déjà également véhiculées par la religion dans les pays arabes et dans les pays africains, les choses ancestrales, des tribus tribales qui n'ont plus cours dans les pays où on vit, qui sont judo-chrétiens. Là, tu me fais penser à un truc. Il y a une espèce de Belge à l'Observatoire international de l'ONU de la condition des homosexuels dans Ah oui, il y a un truc comme ça qui existe. Ouais, non, mais je sais plus, c'est l'ONU, mais section homosexuelle. Okay. Ah, ok, d'accord. Et en fait, elle est belge, elle. Donc, l'ancien colonisateur du Congo, Kinshasa, Congo-Zaïre, comme on l'appelait avant. Et en fait, elle vient expliquer à deux femmes, qui sont des représentantes de leur pays à cette assemblée internationale. Oui, alors, dans votre pays, on a remarqué qu'il y avait eu plusieurs incidents pour les homosexuels du Congo, tu vois. Alors, qu'est-ce que vous comptez faire? Il y a un côté, elle vient voir des gens qui sont souverains, ils sont dans leur pays, ils ont 6 000 ans de culture. L'expression de l'homosexualité dans l'espace public ne fait pas partie de leur culture. Et il y a une Belge qui est issue de l'ancien pays colonisateur qui vient et qui leur dit « Qu'est-ce que vous comptez faire pour les homosexuels dans votre pays ?» tu vois. Et elles ont très très bien répondu. Bon, c'est très très drôle parce que c'est un peu bœuf, c'est l'Afrique quand même. Elles lui lisent un texte, elles disent « Voilà », elles avaient préparé le truc, tu vois. Elles disent « Voilà, au Congo, nous n'avons pas de tradition d'homosexualité, tu vois. » Bon. Et elle a dit « Mais attendez, c'est pas une tradition, c'est une identité de genre. Je te trouverai l'extrait, tu pourras le caler si tu veux, il est très court, mais c'est... » J'ai dit qu'en République démocratique du Congo, aucune coutume n'autorise le mariage entre un homme et un homme, une femme avec une femme. Vous avez parlé du droit des Pygmées de protéger leur culture. Je me dis que nous aussi, en tant que Congolais, en tant qu'Africains subsahariens, nous avons le droit de protéger notre culture. À ce stade, il n'y aura pas de mariage homosexuel chez nous. Et elle lui dit, voilà, ça ne fait pas partie de nos traditions. On n'a pas à légiférer sur le mariage homosexuel parce que pour nous, c'est pas une question. Et l'autre, elle essaie de prendre langue de mais les homosexuels, je le dis de mémoire, hein, mais les homosexuels, ils existent. Et elles lui disent, ben, pas à l'extérieur. Tu vois, elles essaient d'expliquer que non, en fait, ça n'arrivera pas, tu vois. Et en fait, il y a vraiment aussi un côté où les Occidentaux se heurtent, hein, ils ont leur vision de l'expression de l'homosexualité. Tu as des cultures, ça ne se fera jamais en dehors de certains lieux très cachés, parce qu'il y a des homosexuels en Afrique, évidemment. Voilà.
Les Tchétchènes, tu leur expliqueras jamais oui. que, non mais voilà, Kadyrov, si tu veux, c'est comme ça, tu vois, ils ont essayé d'expliquer 2 minutes. À un moment, il y a un journaliste qui a dit, ouais, mais les homosexuels en Tchétchénie, on n'en a pas. Et s'il y en a, prenez-les. Tu vois, la violence du truc, tu vois. Bon voilà, s'il y a des cultures, faut arrêter d'aller voir les mecs et de leur dire, mais pourquoi chez vous, il n'y a pas des gens sur des chars? Ben peut-être qu'ils n'ont pas envie, en fait. Peut-être qu'ils sont pas encore c'est pas des républiques, tu vois. Peut-être que c'est pas liberté, égalité, fraternité, que du coup, ils ont encore un dieu et qu'ils ont pas envie de l'offenser. Non, ça, c'est que la religion, en plus, elle est hyper présente elle est plus que présente, d'ailleurs, c'est des pays religieux. Et donc, vous vous êtes fait tacler, toi en particulier, quand tu as parlé de l'éducation scolaire, où, comme tu le disais très justement tout à l'heure, Papacito, on essaye de faire rentrer dans la tête des gamins que ils peuvent se poser des questions sur ce qu'ils sont, si ce sont des garçons, ils peuvent devenir des femmes et c'est pas grave, ou avoir des penchants différents, ce n'est pas grave. Et toi, tu as mené un combat là-dessus, et c'est l'une des raisons pour lesquelles ta chaîne a été supprimée. Tu as même un problème judiciaire à cause de ça. Donc vous pensez que c'est un choc de la civilisation que aujourd'hui dans notre société dans laquelle on a grandi, on est parti à l'école, on a appris la langue et on a ce mode de pensée, on veut mettre dans la tête de nos enfants que la virilité, ça peut avoir plusieurs appellations. Un homme peut devenir une femme s'il se sent féminin, il peut changer de sexe, il peut... Mais je parlerai pas de choc de civilisation parce que c'est la civilisation ancestrale qui est responsable de ça en plus. C'est celle qui est là depuis le début, ça vient pas d'ailleurs, c'est ça que je veux dire. En plus, les premiers penseurs de ce qu'on appelle aujourd'hui le wokisme sont français. Partis aux États-Unis. La French Theory. La French Theory. Donc moi qui David dans un mixeur complètement... Moi qui suis père de famille, qui ai des enfants qui ont 7 et 9 ans, c'est un sujet qui m'incombe. Et qui me préoccupe, qui me prend sous le drap. Ouais, bien sûr. Bah, en fait, si tu veux, l'injustice qu'il y avait derrière tout ça, alors moi, je faisais des blagues, hein, comme d'habitude, mais c'est que je me posais la question, pourquoi si tôt? Parce que là, on parlait de les vidéos que tournaient, c'était des gamins de 6 ans, en réalité, même moins peut-être, tu vois. Donc, pourquoi si tôt? Pourquoi de manière aussi frontale? Pourquoi les confronter à ça? Moi, j'avais eu des retours de mecs qui m'expliquaient que, par exemple, il y en a un qui me disait, moi, ma petite sœur, elle est en CM2, elle est revenue à la maison en pleurant parce qu'elle savait plus si c'était un garçon ou une fille. Et là où je trouve le truc complètement injuste, c'est que très souvent, on ne met pas les parents au courant. Donc, le parent responsable, qui travaille, qui emmerde personne, il met son enfant dans l'école de la République en se disant je confie mon enfant à un État puissant, honnête, etc. Et puis il se retrouve en fait avec un truc qu'il n'avait pas forcément vu venir et le retour de l'enfant qui est même choqué de ce qu'il a vu et de ce qu'il a entendu. Parce qu'en réalité, quand tu émigres, tu ne mesures jamais à quel point les conséquences, elles vont être élargies et durables sur ta vie et ta descendance. En fait, oui, d'accord. Dans ce cas-là, quand on est distribué dans une ère naturelle, en fait, on fonctionne avec des codes qui sont très très profonds, qui sont très multiples, sur plein de choses. La façon d'appréhender l'amitié, l'amour, la vision des choses, l'éducation. Et en fait, souvent, les immigrés ne mesurent pas à quel point quand tu changes de société, tu vas devoir accepter des trucs que tu n'avais pas envisagés parce que tu les avais même pas conçus. Ouais. Tu vois, par exemple, les immigrés africains, nord-africains et subsahariens, nord-africains qui ont immigré dans les années 60, ils étaient très loin d'imaginer. Eux, ils voyaient le bon côté. Mes enfants vont avoir accès à des institutions qui sont très reconnues à l'international, même si c'est de moins en moins le cas, à une formation très précise, à plus d'opportunités, voilà. Et puis l'économie. Et l'économie, les standings, tout ça, mais il y a l'autre versant. Il y a toujours un prix à payer quand tu te déracines, parce qu'en fait, ce n'est pas, entre guillemets, naturel. Se déraciner, ce n'est pas naturel. Et le prix à payer, c'est qu'à un moment, tes gosses vont revenir à la maison, en fait. Ils auraient été pris en charge par une prof lesbienne de la République, tu vois, qui leur a expliqué les genres, qui leur a expliqué que, en fait, l'amour, il est libre, que si t'as envie d'être une trousse de toilette, tu peux te sentir trousse de toilette, tu vois. Et en fait, il rentre à la maison et il va commencer à rentrer en confrontation avec le bled qu'on a ramené à la maison et lui, sa réalité et c'est pour ça que ça crée des mecs comme Kid Ismail, qui, je pense, ont des problèmes identitaires, parce qu'en fait, ils savent que leur essence africaine leur interdit d'être ce qu'ils sont, que le pays dans lequel ils sont arrivés les pousse à être une partie de ce qu'ils sont, mais que les deux sont pas conciliables. Donc, comment tu fais quand ta main droite, elle est ennemie de ta main gauche? Tu vois le truc? Et ça crée des gens qui sont, je le pense, qui sont mal, qui sont dans des conflits qui sont insolubles. Et c'est pour ça qu'au bout du débat, moi, c'est ce que c'est pour ça que je suis rentré en Espagne. Hein. Moi, je suis rentré en Espagne parce que il y a des trucs par rapport à mon éducation qui allaient plus en France.
Je n'y arrive plus. Il y a des trucs. J'ai fait ce que par exemple, t'as plein de suprémacistes noirs qui disent ça va pas, on est victime de racisme. Ils rentrent pas en Afrique. Moi, gros, j'étais pas content de ce qui est devenu la France. Je suis parti en pays. Tu me diras, c'est un pays européen, effectivement. Mais c'est ton pays. Mais c'est le pays de mes ancêtres. Je garde la France dans mon cœur. La France me plaît. La République, le régime qui occupe la France, me force à faire des trucs ou valide des trucs que moi je peux plus valider. Tu vois ce que je veux dire? Je peux plus valider. Là, la cérémonie des JO, je ne veux plus être représenté par un pays qui se fait ça à lui-même. Oui, mais donc justement, quand t'as le monde entier qui te regarde, et que tu fais ce type de cérémonie où t'as Philippe Catherine qui fait des choses, la scène avec Lopez. Ouais, t'as tout ce blasphème. T'as tout ce blasphème. C'est total. C'est un blasphème. C'est un blasphème. C'est une messe noire. C'est totalement une messe noire. C'est une cabale. Mais comment on peut se dire que on a envie que nos enfants grandissent dans ce pays-là avec ces valeurs? Juste, je voudrais spécifier un truc. Tu vois, quand je dis que en fait, c'est très très lourd de changer de pays. Tu vois. Moi, je suis parti parce que mon pays est contre moi, on m'a fermé pour plein de raisons. J'ai des procès, je suis attaqué par le pays que je veux défendre. Donc, à un moment, tu vois, tu deviens fou, tu te casses. Mais typiquement, la cérémonie des JO, pour moi, c'est inacceptable parce qu'en fait, je paie des impôts pour qu'on fasse un truc qui insulte ce qu'il y a de plus important pour moi, c'est-à-dire en fait ma religion. Ouais. Et le message que je dis à certains, par exemple, des identitaires noirs ou des musulmans qui voudraient qui sont pas contents. Ouais, mais les gars, mais il y a une partie de la responsabilité, on l'a. Il faut rentrer. Il faut refuser d'adhérer. Tu engages ton âme. Moi, c'est ce que je dis aux musulmans. Je dis, les gars, vous ne voulez pas aller au bout. Vous dites, l'Occident, ça me va pas. Je suis pas content parce que je peux pas vivre mon islam. Gros, il y a je sais plus combien de pays musulmans. Il y a des pays où on applique la charia. Tu ne veux pas aller vivre. C'est toi le premier homophobe. Le premier islamophobe. C'est toi qui ne veux pas vivre chez les musulmans. C'est toi qui n'as pas envie, en tant que musulman, d'aller vivre dans un pays musulman pour être en accord avec ta foi et arrêter d'être insulté au quotidien. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on a aussi une responsabilité. Et ça, je suis désolé, t'as plein de mecs. Je vais déborder sur un sujet très très rapido. T'as plein de mecs qui étaient en mode oui, Palestine. Gros, le combat, tu le mènes pas en Occident avec un iPhone et des réseaux de Mark Zuckerberg. Ou sur des posts Instagram en partageant des Mark choses. Zuckerberg qui reverse de l'argent à Tzal. Israël. Moi, je ne supporte plus ces gens qui te disent ouais, putain, c'est la dégénérescence et tu participes. Ou alors ouais, putain, il y en a marre d'Israël. Ton iPhone, il est juif. Tes TN, elles sont juives. Ton Capri Sun, il est juif. Ton pantalon, j'ai rien contre les juifs, mais en fait, il faut les remettre face à ça. Ouais, c'est vrai. Gros, tu vas vivre en Afghanistan ou tu vas vivre en Arabie Saoudite, et encore, l'Arabie Saoudite, c'est un allié d'Israël, mais tu vas vivre dans un pays ouvertement, tu vas vivre en Iran, gros. Le cul posé en Occident, tu peux pas nous tenir des discours anti-occidentaux parce que tu participes, ton argent, il va vers l'Occident, tu participes à tout ça. Moi, j'étais obligé de m'extraire si je veux critiquer ce que fait le gouvernement français au JO, mais il faut que j'arrête de lui donner du pognon, il faut que je sorte de là. Sinon, je suis légitime. Donc, tu as un petit substrat de musulmans qui font la hijra et c'est souvent des salafistes. Eux, ils sont en accord avec leur foi. Ils disent, je veux pas participer à ce cirque-là. Mais le Gugus qui se lève à 11h, qui vient nous taper tu t'es pas exprimé sur Israël et la Palestine. Mais gros, ton quotidien est juif, en fait. Ton quotidien a une très grosse narine et il mange du houmous, tu vois. Parce que tout ce que tu utilises, la technologie que tu utilises et tout, tu collabores toute la journée, tes impôts vont participer à l'extermination des gens que tu as envie de descendre. Enfin, l'extermination supposée des gens que tu défends, tu vois ce que je veux dire? En fait, t'es une merde, t'es pas en accord avec toi-même. Donc. Alors justement, j'aimerais rebondir sur ce que tu dis sur les salafistes et les musulmans. C'est pour cette raison qu'on veut absolument les diaboliser, tu penses? Moi, je suis persuadé que oui. Parce qu'on va dire c'est quand même une religion qui te met obligatoirement dans le droit chemin sur l'homosexualité, sur les valeurs que doit avoir une femme, sur les valeurs que doit avoir un mari, un homme, des valeurs viriles, des valeurs masculines, des valeurs de père de famille, des valeurs de bon daron, quoi, tu vois, de daron comme... Moi, en tant que catholique, je peux pas te dire que une autre voie que le Christ, c'est la bonne voie. Mais parce que je suis catholique, d'accord, mais je comprends ce que je veux dire. Ça te met sur une voie de conservatisme. Ouais, absolument. Voilà. Pour moi, la bonne voie et la seule, c'est le Christ. Voilà. Donc, en tant que catholique, je peux pas te faire ça. Par contre, tous les musulmans avec qui je discute et avec qui il y a de la logique et on est d'accord, ce sont des musulmans qui ont fait la hijra. Il y en a un qui s'appelle, son surnom c'est Ahid La Street, bon, voilà. Mais Ahid La Street, il est parti au Koweït, mec. Ok. C'est un gars, c'était un braqueur à Toulouse. Ok. Lourd passé, on s'est croisés au lac, il me barre comme ça, mec. Tu vois ce que je veux dire, donc on s'est reconnus. Je veux dire, Ahid, tiens, Papacito. Ouais, voilà, tu vois. Ahid La Street, mec, il a pris sa famille, il est parti au Koweït. Il vit selon les enseignements de la salafia, au Koweït, mec. Donc lui, il a le droit de dire ce qu'il veut sur l'islam, il a le droit de penser ce qu'il veut, parce qu'il n'est pas dans ce pays en train de participer. Voilà, le mec qui me fait des raisonnements sur, je sais pas quoi, la Palestine, gros, tu participes avec ton argent, en allant faire un plein d'essence,
tu mets une taxe dans le pays qui sert à enculer tes corolégionnaires là où tu te trouves. Ouais. Donc en fait, sois logique. Soit tu fermes ta gueule et en fait tu te dis, ben je suis pas vraiment musulman, je fais pas la hijra, je vais pas au bout. Soit tu es vraiment musulman et là tu vas à fond et tu rentres en adéquation avec toi-même. Kémy Séba, il est parti en Afrique. Ouais. Il en a marre des Blancs et de l'Occident, d'accord, hein, d'après ce que j'ai compris, là je caricature peut-être un peu. Il est parti en Afrique. Si en Afrique il veut dégager Vinci et comment ça s'appelle, et Total, mais force, moi je suis avec toi. Par contre, ne déstabilise pas mon pays où moi je vis en Occident, parce qu'en fait, si t'es pas content, tu as un refuge, il faut aller lutter dans ton pays pour ça, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Après, un Renois qui a envie de... ou un Arabe, ou un musulman qui a envie de servir la France à fond, et il y en a, tu vois, il y a aucun problème. Mais dans ce cas-là, tu vas être obligé de faire des concessions. De faire des concessions. Et tu n'es plus vraiment, entre guillemets, à 100% musulman. Qu'est-ce que tu en penses de ça, toi? Non, ouais, je pense que la concession, elle est obligatoire. Après, le souci aussi, c'est qu'on ne demande jamais au pays d'origine ce qu'ils pensent du retour de ces mecs qui ont grandi en France, qui ont vécu tout ce que la France leur a apporté depuis potentiellement les années 2000 ou même un petit peu avant, à travers la politique, à travers aujourd'hui le wokisme, etc. Que pense, et puis la non-punition de la racaille en règle générale, on ne demande jamais au pays d'origine que pensez-vous du retour de ces gens-là. Et je pense que si on leur demandait, ils seraient pas très contents. Je peux le comprendre. Et je peux parce que c'est un problème français. C'est ça, c'est la République qui a créé, c'est la République qui a créé. Et c'est surtout la gauche également. En rebondissant sur au Mali. Ouais. Mais gros, les Traoré au Mali, qu'est-ce qui se passe? Ils vont faire combien de quarts d'heure au Mali, les Traoré? Avec les incivilités au Mali, gros, les mecs, ils gardent des chèvres, hein. Donc, en fait, tu tapes pas dans l'épaule. Hein. Et pour rebondir sur la racaille qui est l'inverse du bobo. Le bobo qui n'a pas de virilité, et la racaille, lui, est considéré comme viril, et également les médias l'ont mis au pinacle de la virilité. Alors que qu'est-ce que vous en pensez de ça? La racaille est virile ou pas? Je te laisse t'exprimer là-dessus. Moi, j'ai une opinion très tranchée là-dessus. Est-ce que la racaille est virile? Non, si on part du principe si on part de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que l'homme viril, c'est celui qui va au bout de ses projets, au bout de ses idées, qui porte ses couilles jusqu'à la fin, et qui est prêt à mourir pour des idées, mais des idées qui potentiellement ont du sens. Non, évidemment, là, pas du tout. Là, on est dans des petits larcins, on est dans les trucs qui cassent les couilles à longueur de journée. D'ailleurs, c'est une réalité aussi. On est beaucoup moins emmerdé par les grands tauliers de la drogue en France que par les petits arracheurs de portables. C'est une réalité aussi. Et les gens en veulent beaucoup plus aux petits arracheurs de portables parce qu'on se croise, on se voit dans la vie de tous les jours. Les grands tauliers, les grands barons de la drogue, on les croise même pas. Je sais même pas qui ils sont. J'ai une question. On va résoudre la question. Ouais. Est-ce que tu imagines Francis Ngannou? Il mesure combien, Francis Ngannou? 4,50 m, je crois. Il mesure 4,50 m, il fait à peu près 400 kg. Est-ce que tu imagines ce mec-là, avec sa tête carrée, sa tête cubique? Tu sais, les Camerounais, c'est Roadblocks. Ouais. Tu sais, t'as l'impression que comment il s'appelle ce jeu où il y a que des carrés, là? Il y a Mario. Tetris? Non. Ouais, c'est un peu ça. Cameroun, c'est Tetris. Tout le monde est carré. Les gens sont carrés. C'est plein de petits carrés que ça, et ça fait le Cameroun, tu vois. Non, mais c'est pas ce jeu-là. C'était Minecraft. Minecraft. Le Cameroun est un gigantesque Minecraft. Tout le monde a la tête carrée. Tout le monde a des mâchoires avec des maxillaires très développés, tu vois. Est-ce que tu imagines Minecraft Ngannou débouler dans la rue et faire « Ouais, frère, pourquoi tu me regardes comme ça ?» Est-ce que tu imagines ça? Est-ce qu'il a besoin de ça? Est-ce que Ngannou a besoin d'exercer une pression sur un cuck qui sort du collège? « Ah, frère, pourquoi tu baisses pas les yeux? Qu'est-ce qu'il y a, tu vois? Il n'y a pas ça. Tu les connais, ces intonations. Tu vois les physiques auxquelles elles sont corrélées. Ouais. Mais jamais il y a ça. Un mec qui a un chibre, qui touche le genou, il va jamais faire « Ah, qu'est-ce qu'il y a, toi? Qu'est-ce qu'il y a? Je te nique. » On n'a pas le temps pour ça. Mais bien sûr. Pas le temps. Parce qu'il est sûr de lui. Oui. La petite domination de tous les jours, c'est parce que t'as pas la grosse domination. Donc à chaque minute, t'es en train de te challenger pour voir qui... Et puis attention, ils choisissent leur cible. Ouais. Les Kaira, ils embrouillent à 12 des mecs qui choisissent leur cible. Tu sais, au début, les Tchétchènes, ils les confondaient avec des Blancs. Tu sais, ils savaient pas. Donc, il tombait sur un mec là qui avait la coiffure un peu en avant, il bolossait, puis après, t'avais le retour de flamme, tu sais. Et là, t'as un millier de vidéos où t'as les Tchétchènes qui déboulent, ils mettent des racailles à genoux, ils les abreuvent de claques, en fait, tu vois ce que je veux dire. Et ils renversent le processus, tu vois. Et là, les mecs se mettent à pleurer, ça devient des merdes, tu vois. Donc, moi, je pense que c'est l'inverse de la vérité, une racaille. Après, tu me dis, le grand banditisme, il faut des couilles pour faire certains trucs. Donc là, on rentre dans une forme de virilité qui est toxique, mais qui est de la virilité quand même, tu vois ce que je veux dire. La petite frappe qui exerce, il va s'en prendre aux sources, aux cibles faciles, en fait.
Et ça, c'est pas viril du tout, tu vois. Oui, il me l'a dit, un jour, j'ai un pote qui avait un cousin racketteur à Paris. C'est la première fois de ma vie que j'en croise un vrai de vrai, qui assume complètement ce qu'il fait et qui s'en branle. Et il me l'a dit honnêtement, il m'a dit je connais mes cibles. Je connais mes cibles. Je vais certainement pas aller racketter des mecs à Grigny. Je rackette des mecs dans le 16e arrondissement, dans les beaux quartiers parisiens, blancs. Il me l'a dit, il a été honnête, blancs en priorité, filles si possible. Et évidemment, non, je crois. On voit le courage, hein. Ouais, je croise un mec d'1m95, je n'y vais pas. Mais ouais, il a complètement assumé. La vérité, c'est le viking qui démoule, tu sais, qui est le plus gros guerrier du truc. Qui veut être roi? C'était ça avant. À la société tribale, quand tu voulais le titre de la couille en chef, tu prenais le mec le plus massif, le plus terrifiant, et tu tapais avec lui, et la sélection se faisait comme ça, tu vois. Mais donc, selon vous, comment on est passé de ça à ce monde de fiottes dans lequel on vit? Les perturbateurs endocriniens, l'influence des femmes, l'influence des femmes qui savent pas ce qu'elles veulent. Elles attendent des hommes virils, elles fabriquent des fiottes. Les parents qui ont démissionné, la propagande républicaine qui est en fait la propagande marxiste, quoi, la propagande de gauche. La faiblesse, c'est bien, la morale du faible. Je renvoie aux travaux de Nietzsche via Julien Rochdy qui en a beaucoup parlé, la morale du faible, tu vois, bon. Et si tu veux, tout ça fait qu'aujourd'hui, et puis le confort. On a trop de trucs à perdre, en fait. Ouais, c'est vrai. Oui, et puis le monde de l'emploi aussi qui a complètement évolué, qui a complètement changé, où effectivement, il y a plus tellement les métiers sont interchangeables sur le plan du genre. Une personne qui travaille dans un bureau peut être autant féminin que masculin. Sur le chantard ou à l'usine, c'est comment? L'ouvrier français des années 60, tu sais, avec son bleu de travail, qui buvait, je crois que c'était 3 litres de vin ou 4 litres de vin par jour. Bon, c'était du vin à 10 degrés, tu vois, mais c'était 4 litres de vin par jour. S'ils avaient des clés comme ça, tu sais, tu vois, les mineurs de fond dans les années 60, est-ce que tu crois que ces mecs-là, il y avait des c'est les yeux, nique ta mère, mais c'était un poste, le mec qui te rentrait dedans. Oui, il te rentrait dans la gueule. Mais en plus, c'était très très violent. Ils éclataient des pintes, tu sais, comme dans, c'est dans quel film, dans Trainspotting. Ils t'éclataient une pinte de bière dans la gueule. C'était très très violent. La société était fallait faire très attention à comment tu parlais à qui, tu vois. Ouais. Mais de toute façon, ces mecs-là n'ont pas trahi leur virilité, en réalité. Si tu vas un peu sur le chantier, si tu vas un peu dans le monde du déménagement, parce qu'on a tous travaillé dans le déménagement, je crois, ou sur le chantard, t'as pas ces problèmes-là. C'est pas des discussions qu'on a dans le camion. On vous parle d'autre chose. Ouais, mais justement, vous pensez pas que il y a tellement de fiottes qu'en fait, ce mec viril-là, il est plus considéré par la société. Lui, il se reconnaît même pas. Sa chaîne, elle est supprimée, il est en procès. Parce qu'il rentre plus dans le moule, les femmes ne le regardent pas, les hommes les fraises pour un bolos. Non, mais, ouais, et puis il vit dans un monde qu'il ne comprend même plus. Donc lui, et c'est le gros problème jusqu'au moment où ça va exploser, lui, il s'est rangé, il vit sa vie, il se fait chier dessus à longueur de journée par les médias, il se fait chier dessus à longueur de journée par les politiques, par les influenceurs qui ne le connaissent pas, qui ne le croisent jamais, qui ne le regardent même pas parce qu'il n'existe pas à leurs yeux. Il se fait chier dessus à longueur de journée. Pour l'instant, il accepte. La question, c'est jusqu'à quand? Et également, pour terminer, moi qui suis père de famille, je suis fan de Maximus, qui était un père absent, mais c'était un père absent pour la simple et bonne raison que il était à la guerre pour libérer sa patrie. Ce qui fait que sa femme, elle savait que son mari c'était un héros, et son fils savait qu'il voulait devenir comme son père, un héros qui libérait son peuple. Léonidas, c'est pareil, c'est du même acabit. Et ces deux personnages-là, quand les films sont sortis, ils ont fait rêver aussi bien les hommes, et les femmes rêvaient d'avoir un homme comme ça. Mais aujourd'hui, quand tu es un père de famille, tu te dois de participer aux tâches ménagères. En fait, tu te dois d'être autant un père qu'une mère. Non, mais Ce qui fait qu'un enfant, tu n'as plus ta place d'homme dans le foyer qui est de ramener à bouffer, de mettre une baffe ou de mettre des fessées. Parce que moi, à l'époque, on s'en mangeait des coups. Hein. Nos parents ils seraient tombés pour maltraitance. Et l'éducation nationale fait également que quand un enfant va dire que papa m'a mis des coups de ceinture, signalement, et on va te retirer ton gosse. Donc, est-ce que tout ça également, on ne te retient pas le fait que on a enlevé la société a enlevé la virilité de l'homme parce que c'est plus possible, quoi. Mais c'est son esprit de conquête qu'on est venu couper à ce moment-là. C'est l'esprit de conquête de l'homme. L'homme s'est sédentarisé, donc il a pas... Voilà. Non, mais parce que la conquête masculine, j'entends que fut un temps, elle était territoriale à travers les armes. C'est ce qu'on voit dans ces films-là, lui qui reflète une partie de l'histoire. Elle peut être économique. Aujourd'hui,
le conquérant, c'est Elon Musk. C'est de la conquête économique. Et puis, il y a aussi la conquête, elle vient souvent en parallèle, elle est rarement isolée parce que isolée, elle pose de gros problèmes, c'est la conquête des femmes. Et en général, quand le mec était un conquérant par sa force ou par son potentiel économique, il avait en même temps la possibilité d'aller... Il avait les femmes, il avait tout, quoi. Il y a surtout qu'il y a le problème, c'est que, putain, là, je vais dire un truc, on va rentrer dans le classeur misogynie de Dieu. On est en train de lire. Dieu, hein. Dieu est terme, hein. Si tu veux, le problème, c'est que les femmes, en fait, putain, là, ça va être encore. On leur a donné la parole à un moment. C'est le problème, tu penses? Attends, putain, me fous pas dans la sauce directe, c'est pas ça. Non, là, c'est pas ça. En fait, on a estimé qu'ils avaient des trucs à dire, et déjà, on a commis la première erreur, tu vois. Ouais. Non, attends. Mais je suis d'accord, hein. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, une femme, elle va te dire une chose et elle va te dire son contraire, même temps. Je vais te donner un exemple parfait. On est en train de parler de Maximus. Il est en train de faire des guerres pour l'Empire. Donc, il ramène de la thune à la maison parce que je vous rappelle qu'il vit dans une villa avec des oliviers. Il a des chevaux. Ouais, c'est vrai. Ça coûte du pèse. Ah ouais. Donc, t'as un commis de l'Empire romain qui vient distribuer la thune, pas lui, parce que lui, il est sur le feu. Il a pas le temps. C'est à sa femme qui fait les courses pour son fils et compagnie qui va au marché acheter des olives et du poisson, tu vois. D'accord. Sa gonzesse, en fait, elle est en accord avec un truc, c'est que il est pas là parce qu'il y a la thune qui arrive. Aujourd'hui, une femme, elle te dit, je veux que tu sois un conquérant. Elle veut être avec un conquérant. Elle veut être un mec qui a les signaux du conquérant. Et en même temps, aujourd'hui, tu prends des appels. Théo, j'ai pas eu de nouvelles aujourd'hui. Ouais. Tu faisais quoi? Parce qu'elle sent qu'elle est plus le soleil de ton système solaire, parce qu'avec tes collègues, tu t'amuses plus, tu vois. En fait, ça l'énerve. Elle veut être au centre de ta vie, mais elle veut quand même que tu ailles dans d'autres galaxies conquérir des trucs. Si tu restes dans la galaxie à côté de ta meuf, mec, tu veux pas être dans notre galaxie conquérir des trucs. Mais le problème de ça, c'est que tous les mecs qui ont fait l'expérience d'écouter les femmes ils sont à leur perte. Ils se sont perdus et la meuf elle-même perd de l'intérêt pour lui. Bien sûr. Et c'est le cas, par exemple, classique du mec qui s'est marié, qui a pris 50 kilos, qui fait plus du tout attention à lui, parce que peut-être il a entendu de sa femme un discours de « bon, le sport, c'est pas si important que ça, et puis c'est pas parce que tu vas à Leclerc que tu es obligé de t'habiller correctement, etc., etc. » Il a écouté ça, il a fait l'erreur d'écouter ça, et derrière, elle le regarde un matin, elle se lève un matin, elle le regarde, et elle se dit « mais attends, mais moi je suis encore fraîche, ma valeur sur le marché, j'ai très certainement perdu des points, mais j'ai encore une énorme valeur sur le marché contrairement à lui. Tu me fais penser à un clodo, je me barre. » Et en fait, c'est terrible parce que elles peuvent te dire verbalement reste à la maison et arrête d'avoir cet esprit de conquête, mais elle va te le reprocher. En fait, je vais bien spécifier. Tu peux donner la parole à une femme qui a fait ses preuves et qui en fait amène de manière factuelle, pas à ce qu'elle pense d'elle-même. C'est-à-dire ce que la société, le réel lui a donné. Elle amène une réelle expertise sur des trucs. Ça existe, mais c'est très 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 rare. C'est très 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 rare. Une femme comme ça, la Claire Underwood, tu vois. Ouais. Et ça, tu finis président en fait. Parce que t'as une femme, c'est un pilier. Elle te pousse, elle te transcende, tu vois. Mais c'est ça le rôle traditionnel de la femme, c'est d'attraper l'homme et de le sortir du Nintendo branlette, tu vois, et d'en faire un boss, tu vois. Bon. Parce qu'elle va le valoriser, parce qu'elle va le pousser, et lui, en échange, du coup, il va la valoriser. C'est un truc qui s'intéresse. Également, l'homme avant, il pouvait mettre une petite rouste à sa femme quand ça filait pas droit. Attends, me fais pas. Et elle a qui c'est, quoi. Attends, non. On fait pas dire ce qui. C'est ouais, il reste sur les rails. Bon, on a tous. Moi, ce que je. Non, pas vous. On a tous quoi? Ah, bah, je sais pas. Non, moi, ce que je te dis, c'est qu'une femme, tu peux lui donner la parole, c'est l'expertise. Malheureusement, et je vais les vexer, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de pipes. Et pas celles qu'on croit. Tu vois, pas celles qu'on voudrait. Ouais. Il y a beaucoup de gonzesses qui sont des trompettes finies et qui s'estiment parce qu'elles écoutent des influenceuses qui leur disent « Écoute ma chérie, hi girls, donc hi guys », comme elle dit Sally, là, voilà, tu vois. En fait, elle parle à des pentades. Elle est éleveuse de pentades, en fait. Elle est dans l'agricole, tu vois. Elle parle à des femmes frustrées qui ont besoin d'avoir... Voilà, qui leur dit « Ouais, Crazy Sally ». Crazy Sally, tu vois, en fait, elle est dans l'agricole. Elle pourrait toucher la PAC. Elle élève des pentades. Elle est éleveuse de pentades, tu vois, en région parisienne. Donc, si tu veux, elle fabrique des gonzesses en leur disant « Mais ouais, mais ma chérie, tu mérites ci ». Non, il faudrait qu'elle dise « Ma chérie, t'es grosse. Le seul truc que t'as réalisé dans ta vie, c'est un panier Zalando, en fait, tu vois. Il y a des mecs qui t'amènent des colis à sauce à la maison, en fait. Non, t'es pas très cultivé, pas très très joli, t'es un boing. T'es une merde, quoi. Tu crois que t'es bien foutu, en fait, t'es grosse. Tu vois, parce que si t'as des grosses meules, mais que derrière t'as une pampare de mecs qui fait du développé couché dans les années 50, tu vois, il y a un problème, enfin, tu vois. Donc, si tu veux, si t'as une strongman avec des meules, ça va pas, tu vois. Ouais. T'es pas la colombienne, en fait, tu vois, bon. Et si tu veux, les gonzesses ont une espèce de distorsion de ce qu'elles amènent sur le marché. Et en fait, ça se heurte au fait que, en fait, l'homme, il constate que elle lui demande d'être un truc qui n'est pas corrélé à ce qu'elle amène. Et en fait, il y a une espèce de sentiment d'injustice. En fait, le gars, au bout d'un moment, il se dit, mais attends, pourquoi tu parles, en fait, ou pourquoi t'interviens dans des trucs? Tu donnes de l'argent à une meuf, tu lui dis, va acheter une voiture, elle revient avec une Fiat 500.
Ah, mais alors qu'à l'époque, si elle revenait avec une Fiat 500, tu pouvais lui coller une rouste et elle la fermait. Mais elle revenait pas avec Fiat 500. En fait, le mari allait chez le concessionnaire, il parlait avec un mec dont c'était le métier des voitures. Et en fait, il revenait avec la maison avec une 406. Il dit, regarde chérie, la nouvelle voiture que j'ai achetée, tu vois. Ah, j'adore. Tu vois, elles étaient contentes. Parce qu'il y avait un mec qui prenait des décisions, elles étaient pas encombrées avec ça. Et du coup, elles pouvaient se dédier à leur domaine d'exercice favori qui est la consommation, tu vois. Elles étaient tranquilles, on leur demandait pas d'intervenir dans des trucs qui dépassent leur capacité. Mais le problème du nivellement vers le bas, c'est qu'il touche, là pour le coup, autant les femmes que les hommes. Et malheureusement... Oui, c'est vrai aussi, les hommes sont devenus mères. Ce que je veux dire, malheureusement, on est quand même... On a quand même une énorme part de responsabilité aussi dans ce nivellement vers le bas. Je suis très sévère avec les femmes, mais aussi... Non, mais je suis tout... Je pense qu'on devrait être beaucoup plus sévère avec les hommes sur cette question-là, parce que là, on a une grosse part de responsabilité sur le... les hommes écoutent trop les femmes, et en fait, les femmes, si elles étaient intelligentes, elles comprendraient que c'est le seul reproche qu'elles devraient faire aux hommes, c'est de trop les écouter. Ouais. Elles ont besoin que l'homme il soit indépendant. Elles ont besoin de qu'ils s'y soudent, tu vois. Et c'est comme ça que dans les sociétés traditionnelles, les mariages tiennent, parce que les hommes sont... Ouais, mais tu penses pas que Clint Eastwood, à l'époque du Bon, la Brute et le Truand, quand il jouait Blandin, il faisait pas des selfies? Il se regardait pas le trou de balle, je veux dire. Je pense que ces mecs-là, ils se regardaient même pas, je pense qu'ils se brossaient même pas les dents. Quand même, ils savaient qu'ils avaient une image et tout, mais en fait, ils s'en branlaient de vieillir. Ouais. Et ils vieillissaient, ils continuaient à être... Donc, c'était pas uniquement physique. C'était quelque chose. Charles Bronson, les derniers justiciers dans la ville, là, il a 80 ans. Quoi. Ouais, mais tu vois, le mec... Et ça continue à marcher. Ouais, ça continue. Et les amis, ce serait bien de terminer cette vidéo peut-être sur une note d'espoir, en disant que peut-être que le Français pourrait peut-être avoir un jour la virilité d'un bon Algérien, par exemple. Le bon Algérois, l'Algérois énervé, excité, qui est prêt à te dire nique ta mère à toutes les phrases si tu lui dis un truc. La virilité, c'est de vivre dans le pays dont tu portes le drapeau. Donc déjà, ça exclut l'Algérie. Ben, je sais pas, il y a combien d'Algériens en Algérie maintenant, parce qu'ils sont tous en France. Ouais, ils ont tous bougé. Non, ils ont tous bougé, quand même. Non, ce que je veux dire, c'est que tu peux pas avoir le beurre, l'argent du beurre. Ah bah, peut pas être en Occident. Le beurre et l'argent du beurre, un enjeu de mots, là. Hein. Tu peux pas être en Occident, te faire sucer par la vie. Ouais. Te réclamer ta Jazaïr, tu vois, et t'y es pas, en fait, en Jazaïr, tu vois. Voilà. Si tu veux, si la tombe de tes morts, tu sais pas dans quel état elle est, ferme ta gueule. Si tu sais pas où est enterré ton grand-père, ou en tout cas dans quel état est la tombe de ton grand-père, si tu veux, je la ramène pas. C'est pas grave de partir de l'endroit où tu es. Les migrations, ça a toujours été une histoire humaine. Tu vois ce que je veux dire? Moi, ma propre famille a laissé nos morts en Espagne, on est venu vivre en France, mais les morts français sont devenus nos morts. Tu comprends le truc? La notion de faire de ton pays, de faire du pays dans lequel tu vis ton pays, mais c'est fini, tu vis légitime en fait. C'est bon. Le problème, c'est quand tu arrives dans ton pays, tu continues à glorifier quelque chose que tu ne nourris pas, que tu ne vis pas et que tu ne conserves pas. Ben pour moi, ça c'est pas viril. Donc ça exclut de facto beaucoup d'Algériens qui se réclament de la vérité algérienne et qui en fait ne vivent pas dans leur pays, donc éliminés. Donc toi, ça le prend. La virilité, c'est, encore une fois, aller au bout de ses idées, aller au bout de ses projets, aller au bout de ce qu'on est vraiment et de l'affirmer et d'assumer pleinement qui on est. Cet exemple-là, je pense qu'il est bon. Il y en a d'autres. Et ouais, je pense que quand je me posais la question, est-ce qu'on peut être gay et viril? Moi, je pose la question, c'est quoi ta vie quand tu l'es, quand tu sais que toute ta famille a quelque chose contre ça, mais que tu vas faire face à ça, à ta famille, à ta propre famille, donc à ton sang, à ta chair, tu vas faire face à ça, leur dire papa, maman, papi, mamie, voilà ce que je suis gay, j'aime les hommes, j'aime les femmes, etc. Je crois vraiment, au fond de moi, même si je l'ai jamais vécu, pas directement, qu'arriver à un tel niveau d'honnêteté, je pense quand même que ça demande une grosse part de couche. Je dis ça parce que pendant très longtemps, les mecs se cachaient. C'est ce que j'allais dire. Non, mais les mecs avaient des femmes et vivaient leur homosexualité de manière cachée. Je crois qu'arriver à l'affirmer, alors peut-être qu'en France c'est plus facile que dans d'autres pays, il y en a qui le font quand même, mais peut-être qu'en France c'est plus facile aujourd'hui que de le faire que dans d'autres pays, mais je crois qu'arriver devant sa famille et assumer voilà qui je suis, en prenant le risque de se retrouver à la rue. En fait, disons, moi je dirais que, en fait, tout simplement, ce qu'on demande entre guillemets aux homos, c'est d'avoir le même niveau de pudeur qui est imposé de manière tacite aux hétérosexuels. Les hétérosexuels ne se mettent pas sur des chars pour faire des trucs bizarres. Et après, je vais te dire,
par exemple, tu parles des mecs qui vont mal, tu vois. Les changements de sexe, c'est des mecs qui, à la base, ont un mal-être, tu vois. Mais en fait, le bodybuilder extrême, c'est pareil. Oui, c'est vrai. Le mec qui va prendre des produits à outrance pour, finalement, il est un peu dans le même truc. Le mec qui est surtatoué. Oui, ouais, ou qui est surtatoué. Oui, non, mais oui, les mecs qui font des transformations physiques. Ou les mecs qui vont picoler, jusqu'à plus sauf, Serge Gainsbourg, qui fume et qui picole, c'est les mecs qui allaient mal, tu vois. Donc, en fait, là, on cible, tu sais, mais t'as énormément de gens qui vont mal et qui sont dans un processus d'autodestruction. Sauf que là, effectivement, c'est encadré par un truc politique. T'as pas un front de promotion des mecs qui picolent. Je veux dire, par contre, tu as... Si, ça s'appelle LFI. Ouais, LFI, ouais, c'est vrai. C'est bien, ouais. Par contre, tu as des lobbies qui essaient de faire avancer cet agenda LGBT. Donc, c'est la seule différence qu'il y a entre les deux. Mais des gens qui vont mal et qui s'autodétruisent, t'en as plein. Après, il faut faire la distinction entre les gens qui veulent changer de sexe et les homos. Les homos, le changement de sexe, c'est un truc qui est assez récent, tu vois, que ça a autant mis en avant. C'est vraiment des mecs comme ça, à droite à gauche, effectivement, ils vont les chercher. T'as un prisme grossissant qui rend tout le monde malade, alors qu'en fait, effectivement, au quotidien, t'es jamais. Voilà. Les homosexuels, c'est encore autre chose. Ils ont toujours existé, ils ont toujours été insérés dans les sociétés. Mais tu vois, je vais te dire, même par exemple au Moyen-Âge. Et dans les sociétés antiques, même avant. Ouais, on peut même les Romains transmettaient le savoir par l'anus, en fait. Mais attends. Bah non, mais c'est vrai. Et en fait, par exemple, tu vois, au Moyen-Âge chrétien. Ouais. Et mais chez les musulmans et tout, par exemple, chez les Ottomans, Mehmet, il avait des favoris, on le savait, tu vois. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais en fait, c'était des trucs c'était en fait, l'homme était, comment t'expliquer? En fait, il dissociait la pratique de la sodomie de son orientation sexuelle. Ouais. C'était un truc d'exercice du pouvoir. Ça va une manière d'avoir l'ascendance sur les autres. Donc, on n'a pas découvert l'homosexualité dans les années 70, la libération sexuelle. L'homosexualité a toujours existé. C'est juste qu'avant, en fait, tu avais des modalités d'exercice qui débordaient pas sur la société. Ces trucs, on le savait, ça dans certains milieux, c'était comme ça. Les gens vivaient avec, on s'en branlait. Mais même au Moyen-Âge, t'avais des pélos qui naissaient au village, ils prenaient des réflexions, mais ils étaient pas non plus, il faut pas croire non plus que c'est que récemment, il y a plein de gens dans les petites communautés, on n'allait pas tuer forcément les homosexuels, il fallait qu'ils soient discrets, point final, on leur demandait le truc minimum et point final, tu vois. Voilà. Moi, ce que je pense pour mettre un point final à cette question, c'est que si les homosexuels arrêtent dans un truc, les hétéros ne racontent pas leur vie sexuelle en plein jour comme ça à la télé en disant putain, il faut faire ça, faut absolument que vous ayez des rapports sexuels, on fait pas ça, non. Donc il faut pas le faire non plus et tout le monde s'apaisera. Moi, j'en suis persuadé. On peut dire que c'est le mot de la fin, tout le monde s'apaisera. On a parlé de l'homme, de la virilité, on a débordé sur pas mal de choses également, donc j'espère que cette vidéo vous a fait kiffer. Donc les amis, je termine toutes mes vidéos de cette manière. Nous aimons mieux être détestés pour ce que nous sommes plutôt qu'être aimés pour ce que nous sommes pas. La jalousie, ça se mérite, les amis. On vous aime. Merci à Kalos d'avoir soutenu cette vidéo. Si vous voulez aider une super entreprise patriote et offrir des cadeaux stylés, pensez à aller sur leur site kalos-france.com et utiliser mon code ROB20. Merci beaucoup les amis.